au niveau national. Il y a dans toutes les fédérations de France un certain nombre d'actions qui sont organisées et je suis heureuse de l'ouvrir. Nous avons souhaité travailler avec d'autres collègues, avec d'autres circonscriptions pour qu'il y ait une dynamique à l'ouest du département. Vous savez que si notre ami Henri était là, je vous rappellerai l'importance, Henri Leroy, l'importance de l'ouest du département. Donc nous avons bien entendu la 9e circonscription, mais également la 8e circonscription, Henri qui s'est joint à nous, donc la 7e circonscription et la 2e circonscription. Donc beaucoup d'amis et je salue tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous rejoindront demain, puisque donc dans le cadre de cette semaine de l'engagement, la permanence de l'ouest du département, donc la permanence départementale, accueillera de nombreux invités. Donc des conseillers généraux, des délégués de circonscription pour parler de différents sujets. Donc Henri Leroy viendra parler de sécurité. Je crois que David nous parlera des raisons pour lesquelles on doit s'engager pour le président de la République, enfin pour le candidat. Il n'est pas encore officiellement candidat, enfin en tout cas on le souhaite très fort et ce sera très probablement le cas. Et puis Philippe nous parlera de l'intergénérationnel. Donc Philippe Navarro évoquera un sujet, le social, sujet qu'il suit avec beaucoup d'attention depuis de très nombreuses années. Jacqueline Mélicor sera une autre aussi, elle est conseillère nationale, et donc elle évoquera un certain nombre de sujets. Patrick, je ne sais pas si tu interviens quand tu veux, puisque je rappelle que tu es ici chez toi, puisque c'est notre délégué de circonscription, et c'est Patrick qui nous accueille ici au Canet. Alors, chers amis, je suis très heureuse parce que pour démarrer cette semaine de l'engagement, nous avons un invité, et un invité qui est à la fois un invité politique, puisqu'il est député maire, il a un engagement politique très fort, mais il est surtout à la nuit. Nous avons la chance de nous connaître maintenant depuis quelques années. À l'Assemblée, vous avez dû voir que nous ne sommes pas très loin. De temps en temps, nous parlons. Je suis obligée de dire maintenant, puisque ça a été officiellement lancé hier sur la télé, je dis et dans le cas, il y a bien entendu beaucoup d'amitiés qui nous lient des engagements politiques communs. Jean-François Copé a souhaité nous missionner tous les deux sur la formation des militants, la formation des cadres, la formation des élus. Et donc avec Jérôme, nous parcourons la France pour essayer de préparer à la fois nos militants et nos futurs candidats aux échéances qui nous attendent. Pour leur rappeler, c'est comme ça que nous organisons nos journées, pour leur rappeler tout d'abord le bilan du gouvernement avec des sujets importants, et puis l'après-midi nous travaillons en atelier avec des formateurs, pour que chacun puisse riposter, convaincre, militer sur le terrain, préparer son travail lorsqu'on est militant d'opposition et lorsqu'on a une municipalité, un département ou une région qui n'est pas de notre famille politique. Et donc, ce sont des rendez-vous qui nous sont donnés régulièrement par notre famille politique et nous les assumons avec beaucoup de plaisir. Je voudrais le féliciter parce qu'il fait partie de ces parlementaires qui s'engagent pleinement, qui travaillent beaucoup sur le fond des dossiers et Jérôme travaille sur tout le secteur économique. Il est rapporteur du budget, donc il suit toutes ces thématiques avec beaucoup de dynamisme. Il fait beaucoup de propositions et il a très souvent, j'ai pas tout le temps, mais très souvent un bon sens qui lui permet justement de réussir à s'approprier ces sujets, à les mettre en lien avec les habitants et à pouvoir aussi faire des propositions qui peuvent parfois être un peu innovantes au départ, puisque le premier à avoir parlé d'une TVA anti-délocalisation, c'était lui, il y a de nombreuses années, et peu à peu, les politiques ça évolue dans leur état d'esprit, les citoyens aussi, il en parlera peut-être. Mais en tout cas, il va nous parler aujourd'hui d'un secteur qui sera un secteur essentiel de la campagne électorale, qui est bien entendu l'économie, la crise, et ce que ressentent aujourd'hui nos concitoyens.
Je dis que c'est un élément essentiel, tout d'abord parce que nous sommes tous touchés, tous inquiets. Nous voyons ce qui se passe en France, bien entendu, mais dans les pays voisins. Nous voyons que nous fonctionnons mieux, nous résistons mieux à la crise en France que dans les pays voisins. Mais il y a des raisons pour tout ça, et Jérôme va vous les expliquer. Il a, vous verrez, une approche très pédagogique de ce sujet, et en tout cas c'est important de pouvoir l'évoquer librement avec vous, ce qu'il va faire, à la fois à travers un propos liminaire, et puis ensuite avec un débat, puisque nous pourrons débattre tous ensemble. Alors ces sujets elles sont importants, je vous le disais, ils concernent nos concitoyens, mais c'est aussi l'occasion de comprendre pourquoi cette campagne sera passionnante et pourquoi donc nous aurons envie de nous mobiliser autour de notre candidat. Et bien tout simplement parce que face à la crise, face aux difficultés que nos concitoyens rencontrent, nous voyons que d'un côté, il y a un homme qui est à l'initiative, qui arrive à maintenir notre pays à un niveau intéressant malgré cette situation très compliquée. Et de l'autre côté, il y a un candidat qui fait des promesses, un candidat qui a du mal à les tenir, on l'a vu encore avec l'épisode du nucléaire et avec les Verts, et un candidat qui nous fait très peur pour gouverner le pays. Donc nous aurons d'autant plus de motivation et de mobilisation autour de notre candidat Nicolas Sarkozy. Donc chers amis, cet échange se veut très convivial. Jérôme va vous exposer à la fois la situation économique de notre pays et les raisons pour lesquelles la France arrive à supporter mieux que les autres cette crise. Et ensuite, nous vous proposerons bien entendu un échange. Et puis après, comme d'habitude, parce que c'est une tradition dans notre commune, nous nous retrouverons autour du verre de l'amitié et d'un essai qui a dû être préparé. En tout cas, une nouvelle fois, merci de votre mobilisation. Merci pour cet engagement, l'engagement qui est le vôtre. Nous voyons que nous avons des militants toujours au rendez-vous, et c'est en tout cas pour Patrick, pour Philippe, pour David, pour Henri, pour Hubert que je salue, pour Denis qui représente Henri qui nous rejoindra dans l'entreprise, pour Pierre, pour tous les amis qui sont ici, et Gilbert Thibault et André Roata étaient avec nous. Et bien un grand merci à vous tous pour cette mobilisation, la mobilisation qui est la vôtre. Nous commençons le match maintenant, donc merci de montrer que vous êtes au rendez-vous, au grand rendez-vous des élections présidentielles de 2012. Bonjour chers amis, quelques mots pour remercier Michel, ça marche, n'inquiétez pas, ça fonctionne. Pour remercier Michel, bien sûr, j'en dirai un mot, mais il faut remercier Patrick, David, remercier Philippe pour sa présence et toutes les personnes, toutes celles et ceux qui ont organisé cette réunion. Je suis ravi d'être au Canet, c'est vrai, Michel l'a dit pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a pris cet engagement avec Michel à la demande de Jean-François, depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois je devrais dire, de faire en sorte que chacun soit mobilisé pour la campagne présidentielle, mais surtout que chacun soit mobilisé et suffisamment formé pour pouvoir s'attaquer à cette campagne qui sera sans doute la campagne la plus difficile de toutes ces dernières années, c'est la campagne présidentielle. On a un enjeu majeur, chacun le sait, mais surtout on a un clivage qui s'est formé entre la gauche et la droite, qu'on a rarement vu en France à ce niveau. Ce qui fait que c'est une campagne de mobilisation, et lorsqu'on veut être bien mobilisé, eh bien, il faut apprendre un certain nombre de mécanismes pour pouvoir assurer cette mobilisation. Et en l'occurrence, le travail de Michel, qui assume la fonction de délégué général à la formation, c'est de veiller à ce que chacun, adhérents, militants, sympathisants, ait des outils très pratiques, parfois techniques, de formation, de telle sorte qu'ils soient les meilleurs acteurs de la campagne présidentielle derrière notre candidat, celui en tout cas dont on espère qu'il sera très bientôt candidat, de telle sorte de maximiser ses chances de l'emporter dans les meilleures conditions. La campagne est une chose, l'élection sera la continuité de la campagne, et pour que le score soit le plus élevé possible, il faudra la mobilisation,
Et il faudra la conviction. La conviction, là, la mobilisation, je pense qu'on la démontre aujourd'hui au Canet. Il va falloir, comme au Canet aujourd'hui, la démontrer partout en France. Le travail de Michel est un travail qui est très efficace. Elle va le faire encore ce week-end à Chalon-sur-Marne. Nous étions ensemble à Toulouse voici quelques semaines pour ces séminaires de formation qui connaissent un succès phénoménal. À Toulouse, un samedi matin, on était plus de 600 dans une salle. On pensait qu'on allait avoir la moitié, on était le double. Les gens étaient debout pour écouter avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de patience, tout ce qui se disait au cours de cette matinée d'abord, puis après une après-midi d'échange. C'était franchement, pour ma part, assez étonnant de voir autant de mobilisation déjà à plus de 6 mois avant l'élection présidentielle. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui un mouvement qui est en ordre de marche, qui a envie d'en découdre, qui a envie de faire valoir tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, on va en parler, et surtout qui sent l'alternative face à la gauche, et face à cette gauche dont je suis convaincu que les Français ne veulent plus. J'en suis convaincu, chers amis. On aura l'occasion d'y revenir. Mais regardez ce qui se passe. Franchement, est-ce que vous avez envie de renouer avec ces histoires sur le nucléaire, l'alliance PS-Vert qui va tout simplement faire disparaître l'un des fleurons de l'industrie de la technologie française? Est-ce qu'on a envie de revoir ça? Est-ce qu'on a envie de revoir des vieilles lunes, Jacques Lang, des arrêts train? Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on a envie de les revoir, gouvernement? Que franchement, c'est bien sérieux. Est-ce que vous ne sentez pas que les Français ont envie encore de poursuivre le changement avec des gens comme Michel, comme Bruno Le Maire, avec des gens qui ont une image nouvelle, qui en même temps sont des élus implantés, qui renouvellent la façon de faire de la politique, dans la simplicité? Vous connaissez Michel, quelle fille formidablement simple, je l'ai vu pratiquement en 10 ans. J'ai la chance d'être parfois son voisin à l'Assemblée, c'est vrai. Bon, vous avez vu qu'on parle beaucoup, c'est vrai qu'on sourit beaucoup, on est des amis. C'est quand même merveilleux de faire de la politique avec des vrais amis. Vous savez, la politique, parfois, dans les années, c'était un peu dur. Les gens, le nombre de chicaillards qui pouvaient exister, c'était incroyable. Et bien, regardez cette équipe qui est en train de se constituer, cette espèce de dream team autour de Nicolas Sarkozy, avec des gens qui ont des différences, mais qui sont des amis, qui se respectent, qui discutent, qui sont solidaires, qui ont une vision de la vie qui reste simple. C'est pas parce qu'on est élu qu'on n'a pas resté simple. Simple avec chacun, simple dans la discussion, simple dans notre mode de vie, simple. Voyez-vous, chers amis, c'est ce qui contraste avec les années Mitterrand, les années 80, où tout le monde rivalisait de distance avec les habitants, tellement ils étaient sans doute plus intelligents les uns que les autres, et surtout beaucoup plus intelligents que les Français. Regardez aujourd'hui, nombre les Strauss-Kahniens qui veulent plus ferroviaire qu'ils étaient Strauss-Kahniens un jour. Formidable, mais en même temps, qui n'auraient rien des débordements ici et là de leur star, qui il y a quelques mois encore était la star incontestée du Parti Socialiste pour être le candidat à l'élection présidentielle et bien sûr le futur président de la République. Les jeux y étaient. Rien n'était sur la table pour la discussion. C'était Strauss-Kahn, président de la République française, tout le monde était rangé derrière lui. Et voici quelques mois après que tout le monde découvre qu'il avait des mœurs assez particuliers et des attitudes pour le moins inégales, et je dirais même s'agissant des femmes irrespectueuses. Voilà l'homme qui était, voici quelques mois encore, le candidat à la présidence de la République française pour le Parti Socialiste. Très vite, les choses se sont organisées, ils ont changé de candidat comme on change de cheval. Mais ce n'est pas aussi simple, chers amis, de changer de candidat comme on change de cheval. Et aujourd'hui, les Strauss-Kahniens cherchent surtout à faire oublier qu'un jour, ils ont appartenu à cette mouvance de pensée autour de Dominique Strauss-Kahn pour essayer de se donner une nouvelle jouvence, une nouvelle attitude, de telle sorte que surtout, ils ne soient pas rapprochés de M. Strauss-Kahn. Voilà les socialistes, chers amis. De ça à droite, vous n'en verrez pas. Regardez aujourd'hui. Tout ce qui a pu être dit sur Jean-François Copé, c'est le premier à soutenir, vous l'avez vu hier soir, sans aucun état d'âme, avec une fidélité absolue, Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Parfois, oui, il y a des sujets, il y a des histoires, mais regardez de quelle façon est-ce que les uns et les autres cherchent surtout à les mettre de côté, car là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est un enjeu de société, c'est la protection de notre modèle social, c'est la protection de la France et des Français, et c'est surtout faire en sorte que chacun soit mobilisé derrière la seule personne qui aujourd'hui est au niveau pour protéger la France et les Français, et en l'occurrence
Nicolas Sarkozy. Avant de faire sur Michel, avant de vous présenter 2-3 éléments que vous allez voir extrêmement simples, mais qui vont sans doute pouvoir être retenus par chacun comme étant des éléments pour bien montrer à quel point le travail n'a pas commencé depuis 15 jours, il a commencé depuis 2007, que ça a un travail de fond qui a été accompli, et on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Mais un mot quand même pour remercier à nouveau Michel pour son invitation, et lui dire que le travail qu'elle a accompli à l'Assemblée, c'est vrai que parfois vous dites que vous la voyez un peu moins que vous pourriez l'avoir voici quelques années, mais que le travail qu'elle a accompli à l'Assemblée est essentiel pour vous et pour la France. Lorsqu'elle est présidente de la Commission des affaires culturelles, c'est une vraie mission qu'elle accomplit pour la France. C'est vrai, c'est ainsi la vie politique. Lorsqu'on a des gens de talent comme Michel, et bien des gens de talent progressivement prennent des responsabilités parce qu'on attend d'elle qu'elle prenne des responsabilités. Elle les prend, elle est utile au pays, elle est utile à la France, elle est utile à tous les Français qui, c'est vrai, n'ont pas la chance d'avoir la proximité que vous avez avec elle. Alors, elle est parfois un peu moins là qu'elle ne l'était, comme moi d'ailleurs, dans ma circonscription, il y a 10 ans. Mais voyez-vous, chers amis, Michel, c'est l'avenir de la France. C'est des personnes sur qui tous les Français vont pouvoir compter dans quelques mois et pendant de longues années derrière. Michel, c'est ce qui va être l'armature de la future France. Cette France que tous les Français suivent. Alors, merci tout simplement de la partager aujourd'hui un peu avec tous les Français. Un truc très simple, vous allez voir, vous êtes, il faut être franc, dans cette période où on est un peu sous l'empire des chiffres, abreuvé de chiffres. Difficile de faire le trait entre tout ce qu'on vous dit, ce qu'il faut retenir, pas retenir, tellement il y a pratiquement un chiffre tous les jours aujourd'hui, un chiffre nouveau. Alors, j'ai essayé de façon la plus succincte et la plus pédagogique possible, comme disait Michel, de rassembler tout ce qui s'est passé dans le quinquennat en 5 chiffres. 5 chiffres à retenir, des chiffres précis, des chiffres qui ont été croisés et recroisés, de telle sorte que vous puissiez être certain que lorsque dans vos discussions, dans les dîners que vous pouvez avoir avec des gens qui n'ont pas forcément la même opinion que vous, que ces chiffres-là soient absolument incontestables parce qu'ils sont incontestés. Croisés par l'INSEE, la Commission des finances de l'Assemblée, le ministère de l'économie et des finances, bref, des chiffres sur lesquels vous pouvez vous appuyer comme on s'appuie sur un roc. Et ces chiffres-là, je vous recommande de les retenir si jamais vous n'avez pas l'occasion de les noter maintenant. Michel saura les diffuser via Patrick et David, donc par conséquent vous pourrez les avoir à votre disposition indirectement. Ce sont les chiffres du quinquennat. Un premier chiffre, c'est un peu plus de 165 milliards d'euros, 165,3 milliards d'euros. Et ce chiffre, ça représente ce que très peu de médias disent aujourd'hui, c'est la progression de la richesse française depuis 2007. On est tombé en 2008 au cœur de la plus grave crise que le monde ait pu connaître, une crise financière. On en a pris progressivement l'ampleur. Il faut vous dire que ce qui se produit aujourd'hui, qui est cette crise de la dette souveraine, des dettes des États, est directement la conséquence d'un surcroît d'endettement au moment de la crise financière. Pour la zone euro, par exemple, on a dû s'endetter à hauteur de 1800 milliards d'euros supplémentaires pour faire face à la chute brutale des recettes de tous les États en 2008. Chute brutale des recettes. Donc un endettement supplémentaire, et donc par conséquent, inquiétude de celles et ceux qui prêtent aux États en disant mais est-ce que les États vont pouvoir nous rembourser? Voilà, nous en sommes aujourd'hui, c'est pas plus compliqué. Mais voyez-vous, quand même depuis 2016, la France, et ce n'est pas le cas de tous les pays, ce n'est pas le cas de tous les pays, a réussi à faire progresser la richesse du pays de 165,3 milliards d'euros. Alors, c'est des chiffres très précis, vous savez, c'est des chiffres du PIB, produit intérieur brut de la France. Vous prenez, 2007, on est à 1886,8 milliards, et on aboutit au PLF 2012, avec 1% de croissance, bien sûr, donc c'est le dernier chiffre,
2052,1 milliards. Ça veut dire que chaque année, voyez-vous, on a fait progresser le PIB français. Regardez ce chiffre très intéressant du PIB 2009. C'est les conséquences directes de la crise financière. Eh bien, on a réussi à maintenir le PIB au niveau de 2007, alors qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, a une récession de 5,1% de son PIB en 2009. 5%. Ce qui est absolument considérable. 5%, vous voyez, ramené, admettons, à l'année 2008, par exemple, eh ben, c'est pas plus compliqué. Vous prenez 10%, ça fait 193 milliards, et vous prenez la moitié de 193 milliards, et vous avez la réduction de 5% pour annualiser. C'est absolument considérable. Considérable. Et nous, on a réussi à amortir le choc de la crise grâce à la stratégie mise en place par Nicolas Sarkozy pour pousser les investissements locaux, j'y reviendrai, et aussi grâce au développement de ce que nous on appelle nos amortisseurs sociaux qui font en sorte d'amortir les effets des crises à la baisse, de telle sorte que finalement tous les Français, au cœur d'une crise comme celle qu'on a connue, continuent à pouvoir vivre, parfois dans des conditions très modestes, mais quand même à vivre. Le deuxième chiffre, c'est 66,37 milliards d'euros depuis 2007 d'économie budgétaire. C'est un chiffre dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'on arrive à un montant aussi colossal? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous prenez un point de référence sur la croissance des budgets publics depuis 2000. 2000, vous savez, c'est un monsieur, c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre. De 2000 à 2007, il faut assumer ce qui s'est passé pendant le deuxième quinquennat de Jacques Chirac. 2000-2007, progression annuelle des dépenses de l'État, 2,3%, chaque année. Comme les métronomes, le budget augmentait de 2,5%. Nous sommes en 2008. Premier exercice budgétaire vraiment sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. On passe de 2,3 à 1,2%. 50% de réduction. À 1,3. On est toujours pratiquement à 50% de réduction par rapport à la moyenne 2000-2007. À 0,8. Là, on est à un tiers de la croissance 2000-2007. Puis 0,7. On reste dans l'environnement d'un tiers. Puis 1%. On est en dessous de la moitié de la croissance budgétaire 2000-2007. Et voyez-vous, chers amis, tout ça, ça représente des efforts budgétaires colossaux, dont personne ne parle, mais qui sont pour le moins réels. Réels. Et donc tout ça, eh bien, ça vous donne ce chiffre absolument important d'économie budgétaire, et je vais vous montrer deux illustrations très concrètes et très précises de ces économies. La première, c'est la réforme des retraites. Chacun s'en souvient, 2010, on accomplit une réforme absolument fantastique des retraites pour un seul objectif, bien marqué que le système de retraite par répartition, ça continuera à exister, même pour nos enfants et nos petits-enfants. Bref, on redonne de la confiance dans notre modèle social de retraite par répartition. Les économies se produisent dès 2012, 1,3 milliard d'euros, et ça sera exponentiel pour les années qui suivront. Deuxième exemple d'économie, ce qu'on appelle la revue générale des politiques publiques, c'est-à-dire moins de tribunaux, moins de casernes militaires, les deux domaines qui ont été très emblématiques. La fusion de certains grands corps de l'État. Par exemple, à Bercy, 2 directions fusionnées en une seule. Moins de structures, donc moins de frais. Eh bien, nous en sommes déjà, à ce jour, à 7 milliards d'économies. Et là aussi, ça va aller croissance exponentielle. Les bases militaires, par exemple, dont on a décidé la fermeture en 2007-2008, pour certaines, commencent à fermer, ou commencer pour certaines, mais pour d'autres, commencent à fermer. Et je dirais même pour l'essentiel. Par exemple, dans le Val d'Oise, la base de Taverny, emblématique, puisque c'était là où il y avait le PC nucléaire, ça y est, a fermé
depuis le début de l'année. Donc la prise en compte de l'économie va être comptabilisée à partir de 2012. Et ce sont des économies très simples, de structure, de frais, et de frais de personnel aussi, puisque l'armée ayant moins besoin de personnel pour tenir ses bases, embauche moins, tout simplement. Donc on est déjà à 7 milliards. On prévoit pour 2013 11 milliards d'économies budgétaires, ce qui est considérable. Troisième chiffre, 82,275 milliards d'euros. Vous apprécierez la précision. Pour protéger et structurer une croissance française, il y a 3 éléments à retenir. J'en ai parlé tout à l'heure, le plan de relance. On est en 2008. Fin 2008, la crise financière. Les conséquences sur 2009. Nicolas Sarkozy lance le plan de relance. 29 milliards d'euros. Investissement dans les filières industrielles et investissement dans tous les projets pour financer l'infrastructure locale, on va dire. Bref, c'est un accélérateur de croissance, ni plus ni moins, qui permet de soutenir, à une période où elle en a le plus besoin, la croissance française. Deuxième chiffre, le grand emprunt. Ça, c'est l'intuition fantastique de Nicolas Sarkozy. On est en 2010. Et Nicolas Sarkozy prend conscience que le monde a changé. Que la crise financière n'est pas juste un coup de crise. La crise financière, c'est le révélateur d'un monde qui a tourné, où les États les plus puissants ne seront plus ceux qui auront la croissance la plus vertigineuse dans les années à venir, mais ce seront désormais les pays émergents, que les liquidités viennent beaucoup des pays émergents, et donc par conséquent qu'il va falloir, pour que la France garde une place prépondérante dans le concert des nations du monde, garder ce qu'on appelle le gap technologique, c'est-à-dire l'avance technologique de la France par rapport à tous les autres pays. Et Nicolas Sarkozy, dans cette intuition-là, lance ce grand emprunt de 35 milliards d'euros pour financer toutes les technologies du futur, c'est-à-dire préparer dans l'enseignement supérieur, dans la recherche française, recherche publique, recherche privée, qui feront les fleurons de la France, comme naguère, Ariane, Airbus, le TGV et autres. Voilà cette intuition et voilà la réalisation. Très rassurant. Combien des 35 milliards sont engagés aujourd'hui? 1 milliard. Pourquoi? Parce qu'il y a un commissariat général à l'investissement au grand emprunt qui regarde de façon très précise tous les projets pour ne pas faire de la dépense sans intérêt. C'est 16 milliards aujourd'hui qui sont planifiés, 1 milliard qui est engagé, et ça va aller crescendo, mais avec une sélection des projets extrêmement rigoureuse, de telle sorte que ces 35 milliards soient absolument utiles pour ce qui fera les métiers de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais voyez-vous, ces 35 milliards, ils ont été budgétés en 2010. Je vous laisse juste imaginer si ça ne s'était pas produit. Et que nous réalisons seulement aujourd'hui qu'il faut qu'on finance la croissance demain. Pensez-vous un seul instant que dans la tension actuelle des dettes des États, on arriverait à lancer le message qu'il nous faut 35 milliards de plus? Impossible, les amis. Impossible. Là, c'est évident qu'on perdrait notre triple A. C'est évident que la note française serait dégradée et que ça coûterait beaucoup plus cher de se financer sur le marché pour payer le déficit. Et en plus, on n'aurait pas cette capacité d'investir dans la croissance de demain. Donc voyez-vous, les intuitions, celles de Nicolas Sarkozy, elles donnent énormément de chance à la France. Et c'est comme toutes les intuitions, il faut non seulement les avoir, mais il faut après les mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment la force de Nicolas Sarkozy. Troisième grand investissement, le crédit d'impôt recherche, justement. Depuis 2007, on l'a simplifié, on l'a augmenté. Et on en est aujourd'hui, chers amis, à 18,175 milliards d'euros de crédit d'impôt recherche qui a été donné à l'ensemble des entreprises en France qui font de la recherche. Ce qui signifie simplement qu'on a créé la première attraction mondiale des centres de recherche en Europe et donc en France. Parce que c'est tellement intéressant de faire de la recherche industrielle en France que les entreprises en exportent.
C'est 18 milliards et ça rapporte de façon exponentielle. Notre défi dans les années à venir, ça va être, après les centres de recherche, bien sûr, de localiser les centres de production de la recherche qui se développent. Voilà notre défi. Ça sera l'un des défis de la campagne présidentielle et l'un des nôtres, bien sûr. Et pour cela, eh bien, on a un outil qui est devenu le premier fonds souverain français, qui est le Fonds stratégique d'investissement, qui a été doté de 20 milliards d'euros pour prendre des participations dans les entreprises françaises, afin que les entreprises françaises aient une stratégie d'abord française en termes d'industrialisation, d'implantation et de développement. C'est en quelque sorte l'actionnaire de référence, le noyau dur, celui qui ne demande pas une rentabilité de folie aux entreprises, qui du coup sont obligés de presser les coûts pour pouvoir rendre la rentabilité à leurs actionnaires. Non, ils se contentent d'une faible rentabilité dès lors que l'entreprise a une stratégie en France. Voilà le premier fonds souverain d'intérêt français, chers amis. Et voilà aussi pourquoi on relance une filière industrielle en France, alors que nous n'avions fait que perdre des emplois industriels depuis 2000. Depuis l'an dernier, on a reculé des emplois dans la filière industrielle. Quatrième, on en aux chiffres, il y en a que 5. Un peu moins de 59 milliards d'euros pour 3 réformes emblématiques dont vous avez entendu parler et qu'on a parfois du mal à réaliser. Première réforme, c'est les heures supplémentaires, exonérées de charges sociales pour la part salariale et défiscalisées. C'est pratiquement 22,7 milliards qui a été donné aux Français qui travaillent plus et donc qui gagnent plus. C'est une discrétion absolue de travailler plus pour gagner plus. Absolue. 9 millions de Français en profitent en France. 9 millions. Il y a 750 millions d'heures supplémentaires en France chaque année au minimum. Lorsque les socialistes se sont rendus compte que c'était d'abord leur électorat qui soutenait le plus les heures supplémentaires, ils sont devenus très discrets sur la suppression de cette mesure, qu'ils avaient tant qualifié de cadeau fiscal le plus riche. Ce ne sont pas les Français les plus aisés. Comme chacun sait qu'ils font les heures supplémentaires, les socialistes se sont trompés. C'est une erreur qui va leur coller à la peau comme le sparadrap. Et comptez sur moi, sur Michel et sur quelques autres pour bien leur rappeler pendant la campagne présidentielle. La réforme des successions, 13,6 milliards d'euros depuis 2007, pour les patrimoines les moins élevés de celles et ceux qui payaient encore des droits de succession. On a exonéré aujourd'hui jusqu'à pratiquement 500 000 euros, un peu moins, toutes les successions en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une personne qui se donne du mal toute sa vie, qui a travaillé dur et qui a voulu transmettre hier devait payer un droit de succession, ou plus exactement sa famille, et bien sa famille aujourd'hui ne paye plus de droit de succession. C'est 13,6 milliards d'euros qui ont été réinjectés dans le patrimoine des Français. L'État n'a rien pris, au contraire, l'État a rendu aux Français. C'est une décision importante qui illustrait le fait de transmettre le fruit de son travail. Et ça, voyez-vous, chers amis, c'était aussi l'un des points très forts du programme de Nicolas Sarkozy, qui a trouvé sa parfaite réalité dans cette décision d'alléger les droits de succession. Et puis, troisième chiffre, la réforme de la taxe professionnelle, 22,7 milliards d'euros. Voyez-vous ça? C'est l'illustration parfaite de notre logique politique. On veut de l'industrie en France, parce qu'on veut des emplois. Et donc, par conséquent, on va faire en sorte que les entreprises dans le secteur industriel qui investissent dans la recherche et dans l'emploi ne soient plus taxées au nom de la recherche et de l'emploi. C'est la réforme de la taxe professionnelle. Ça représentait une économie considérable pour les entreprises industrielles. Mais nous assumons cette économie, chers amis, car c'était le moyen de relancer en France cette filière industrielle qui était en train de disparaître. Et le dernier chiffre, c'est le sauvetage de la zone euro, et on en vient à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé en 2008. Ces deux chiffres, c'est 1360 milliards. C'est 360 milliards de garanties au réseau bancaire. Les banques, elles n'ont jamais été parmi les entreprises préférées des Français, reconnaissons-le.
Mais reconnaissons aussi qu'elles sont essentielles au fonctionnement d'une économie. Celles qui prêtent de l'argent à chacun d'entre nous, qui prêtent de l'argent aux entreprises, et sont les banques, pas de développement économique et pas de développement des familles. Elles ont un rôle, il faut le reconnaître. L'intérêt, c'est qu'elles le fassent, c'est qu'elles se rappellent quel est leur métier. Leur métier n'est pas de faire de l'argent sur l'argent, leur métier, c'est de donner de l'argent, c'est normal, mais sur des prêts qu'elles font, qu'elles consentent aux uns et aux autres, pour qu'on puisse faire grandir la France. Voilà le métier des banques. Le rôle de l'État, c'est de protéger cela. De telle sorte que même lorsque les conditions d'une crise économique sans précédent se produisent en France, comme en 2008, l'économie française puisse fonctionner. D'où cette garantie accordée aux banques. Ça a rapporté de l'argent à la France, ça a rapporté 1,5 milliard d'euros. Puisque donner sa garantie lorsqu'on est la France, avec la crédibilité française, c'est pas gratuit. Et les banques ont payé cette garantie. Mais si nous n'avions pas immédiatement donné la garantie de la France aux banques, les banques n'auraient plus trouvé de quoi se financer sur les marchés internationaux. Et donc, par conséquent, l'économie française était à plat en 2008-2009. Deuxième chiffre, 1000 milliards. 1000 milliards aujourd'hui, c'est le montant du Fonds européen de stabilité financière. C'est la garantie de la zone euro. La garantie que toutes celles et ceux qui investissent dans les dettes des États de la zone euro seront payés de toute façon quoi qu'il arrive. Ils seront payés, parce qu'un État, on l'a vu avec la Grèce, ne peut pas faire défaut, en réalité. Mais il y a besoin parfois, dans des périodes de tension psychologique extrême comme aujourd'hui, d'une garantie supplémentaire. Et Nicolas Sarkozy, avec Angela Merkel, le 21 juillet dernier, a donné ce chiffre de 1000 milliards en disant voilà, on protège la dette de la Grèce, s'il le faut, d'autres dettes, d'autres États, pour que chaque investisseur sache qu'il sera remboursé quand il prend une dette d'un pays de la zone euro. C'est le premier élément, chers amis, de gouvernance économique de la zone euro. Vous savez, chacun maintenant voit l'intérêt de l'Europe, cette Europe qui grandit, cette Europe qui se développe, cette Europe qui se transforme. Mais en même temps, chacun se demande s'il y a vraiment une gouvernance économique dans cette Europe et en tout cas dans cette zone euro. En réalité, il y en a une de fait. Parce que ce Fonds européen de stabilité financière, les deux personnes de référence, c'est la France et l'Allemagne. Et donc, c'est la France et l'Allemagne qui assurent aujourd'hui la gouvernance économique de fait de la zone euro. Donc, le pilote dans l'avion, c'est Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'on sent que ce couple qui s'est cherché, qui s'est observé pendant quelques temps, aujourd'hui fonctionne mieux que jamais. Chers amis, la stabilité de ce couple, c'est notre avenir. C'est l'avenir de la France et c'est l'avenir des Français. Et le rapprochement fiscal avec l'Allemagne, et sans doute bientôt le rapprochement social, c'est l'avenir de la France et de l'Allemagne qui passe par là. Bref, on est en train de renouveler totalement tout ce qu'on pouvait imaginer sur la relation entre la France et l'Allemagne il y a 50 ans, comme chacun peut l'imaginer, mais surtout il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. On est passé à un autre cap. Nous sommes dans une forme de guerre, une guerre économique mondiale. Dans cette guerre économique, il y a maintenant deux alliés qui représentent une puissance absolument inégalée, qui sont la France et l'Allemagne. Et bien de cela, Nicolas Sarkozy en est l'auteur, chers amis. Et franchement, ça fait partie des bonnes intuitions et des bonnes décisions du président de la République. Ce n'est pas un capitaine d'un pédalo qui dit ça. C'est un capitaine d'un navire, chers amis. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui s'est fixé un cap et qui n'en dévore jamais. Même lorsque ça tangue, même lorsque ça secoue. À quoi bon un capitaine d'un navire qui change de trajectoire dès qu'il y a peu de vent? Il est ridicule. Et le navire ne sait pas où il va. Pour que le navire garde le cap, même en temps difficile, même lorsqu'il y a une forte houle, il faut que le capitaine sache gouverner et sache garder le cap. Et ça, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, 5 chiffres et un petit théorème pour finir. On va faire un calcul. 165 plus 136 plus 82 plus 58 plus 1360 plus quand même la hausse d'impôt promise par le Parti Socialiste, parce qu'on n'a pas les domines, 45 milliards d'euros, c'est sur le sujet du PS, donc par conséquent ces chiffres sont incontestables, ils viennent du Parti Socialiste eux-mêmes. Plus on va pas comprimer la différence que nous avons calculée entre les recettes et les dépenses du projet socialiste, il manque 126 milliards, chers amis, qui sont des déficits supplémentaires, 126 milliards d'euros. Plus enfin, juste pour se la rappeler,
le coût de démantèlement de 3 des 4 réacteurs nucléaires de Chine, première centrale nucléaire française, enfin deuxième. Ça coûterait un peu plus de 38 milliards d'euros, mes chers amis. Ça aussi, c'est le coût du nucléaire. Non seulement ça supprime des emplois, mais en plus, ça coûte extrêmement cher à démanteler. C'est le projet du Parti socialiste. Ça alourdit l'addition. Et donc, vous voyez, l'addition, ça va donner 201. Et oui, ça a donné 2012. Merci de cette brillante démonstration. 2012, ça c'est vrai que nous avons bien sûr nous imprimé dans l'esprit. Michel, le mot de la conclusion. On a vu la débat avant de conclure. Qui souhaite intervenir? C'est Anne-Marie qui a le micro. C'est Anne-Marie qui a le micro, c'est parfait. Qui souhaite poser une question à Jérôme? Oui. Jean-Claude, tu peux une question? Oui, même plusieurs. Il est important que le 40 mai prenne le pouvoir. Même les transformations économiques, mais dans l'Union européenne, on oublie quelque chose qui est essentiel pour qu'on soit crédible, la diplomatie et la défense. Donc, il y a le couple Merkel, Sarkozy pour l'économie, mais on oublie le couple Sarkozy-Cameron pour la défense, avec tout le projet des armes entre les sous-marins nucléaires britanniques qui peuvent être construits, mais avec de la France, comme les porte-avions et comme les gros transporteurs. On prend 2 ou 3 questions et puis je répondrai globalement, ça me convient. Bonjour, monsieur le député. Alors, vous avez commencé, c'était parfait, hein, votre analyse derrière. Hein. Vous avez commencé en disant la gauche ne peut pas passer. Enfin, les gens n'aiment pas la gauche. Ça, j'en suis pas tout à fait persuadé. D'abord, il n'y a pas que la gauche, il y a aussi une autre partie politique. Par contre, après, c'est vrai que votre analyse a été bonne. Je crois qu'il y a eu un rejet de Nicolas Sarkozy pour pas mal de choses. Mais heureusement, vous l'avez bien expliqué après, en disant pourquoi il faut impérativement voter pour Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est important. Comme vous parlez à un certain moment de supprimer les bases militaires, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens autour de nous qui ont dit que ces bases militaires restent. Heureusement, le monsieur a parlé de l'alliance avec Cameron de son côté, donc il répond en partie à la question que vous lui posée. Mais je crois que ce qui sera important, j'ai reçu un email de Jean-François Copé, qu'on aime beaucoup, et c'est très bien, parce que bon, c'est un ami, hein, disons qu'on l'aime bien ici, hein, Jean-François Copé, comme on aime bien Michel Tabarot et Philippe Tabarot. Je t'oublie pas la vie. Ce qui est important, je crois, parce que ça c'est un petit peu pour Michel, que j'aime beaucoup, ces éléments qui sont donnés ici, on ne les reçoit pas vraiment beaucoup. Et nous, il faut sur le terrain. Bon, ben, vous avez question, Jean-Claude, mais les aides militaires, tu les enlèves, vous avez parlé de choses extraordinaires. Et vous avez bien expliqué pourquoi Nicolas Sarkozy, c'était une alternative de côté pour lui. Alors, à un moment, comme nous allons recevoir ces éléments pour en discuter sur le terrain. Bonjour, merci. Joanne Mulsen, je suis au conseil d'administration de l'Association européenne de psychothérapie et nous sommes toujours sidérés de voir la résistance des politiques et des éducations nationales sur les 41 pays qu'on représente. Et on se pose toujours la question pourquoi pas envisager. J'avais entendu le terme tension psychologique tout à l'heure, mais
j'entends jamais des réformes par rapport à permettre aux enfants d'acquérir une aisance relationnelle tout jeune, de développer la créativité et la motivation dès 5 ans, 8 ans dans les écoles. Il y a des programmes, par exemple à Milano, de mettre des potagers dans les écoles afin que les enfants découvrent qu'ils sont capables de... Donc, voilà, je me demande pourquoi on n'entend jamais parler 120 000 psychothérapeutes en Europe certifiés. Pourquoi il y a ce potentiel qui réduirait les frais de la sécurité sociale? Voilà, c'est la question. Merci. On va une dernière de l'autre côté qui... Bonjour, merci de venir. On parle beaucoup de risques pour les banques, de Bâle 3 aussi. D'accord? En France, est-ce qu'il faut recapitaliser les banques ou pas? Je vous remercie. Merci. Alors, comme Michel a un potager, moi je ne vais pas. Michel qui répond pour cette question importante. Sur les trois questions, en étant très bref. Premier élément sur la défense européenne. Oui, bien évidemment, on est parti pour cette défense européenne. C'est pas seulement avec les Anglais, hein. C'est avec l'Allemagne aussi, c'est avec l'Italie. Et il y a un exemple de la défense européenne qui s'est mise en œuvre, c'est la Libye. La Libye, le premier à y aller, chacun l'a vu, puis Obama l'a reconnu, c'est Nicolas Sarkozy. C'est lui qui va en Libye. C'est le premier. Et il y va, et il n'en dément pas. Ce qui est quand même l'exemple d'un courage assez hallucinant. Parce que personne ne parie un copec sur la réussite de l'opération en Libye. Y compris 15 jours avant que ça se termine. Tout le monde disait que ça allait s'enliser et qu'on n'en verrait jamais la fin. L'OTAN est venu derrière en soutien, c'est-à-dire les Américains, avec leur logistique absolument fantastique, et grand merci à eux, puisque avec leur aide, on a pu sortir Kadhafi. Donc on a eu un premier exemple d'action européenne réelle dans son environnement proche, qui va, à mon avis, se traduire dans les faits avec une montée en puissance de, on va dire, d'une organisation, je pense, européenne, un peu à l'image de la brigade franco-allemande qui existait, s'agissant de la mobilisation des forces. On a un exemple industriel avec la 400M, qui a eu du mal à sortir, l'avion militaire, le gros porteur de chez Airbus. Il a eu du mal à sortir parce qu'on lui a demandé tellement de missions différentes, pour des stratégies militaires différentes, que c'est un avion qui peut tout faire. Bon, il arrive à peu près à tout faire, notamment c'est pas une blague, à réussir à voler à 850 km/h à 50 mètres du sol. Ce qui pour un gros porteur, c'est quand même un truc hallucinant. À réussir à atterrir dans le sable, parce que les Français ont la visite de l'Afrique, ils aiment bien atterrir dans le sable, avec les transals. C'était pas tellement le truc britannique, mais c'est pas grave. Il atterrit dans le sable, sur des pistes ultra courtes. Il décolle de façon ultra courte. Cet avion, il est incroyable. Mais il aura coûté de pas tout cher. Ok, on va assumer. Mais c'est certainement le premier élément majeur de l'industrie militaire européenne qui est en train de se former. On va avoir une alliance, je pense, autour de la construction des navires, avec plusieurs constructeurs allemands, espagnols, français, italiens, qui vont se rassembler. C'est ce qu'on fait déjà sur des frégates avec l'Italie, pour faire en sorte qu'on travaille ensemble, on fonctionne ensemble. C'est pas le fait que chacun construise sa frégate dans son coin. Travailler ensemble, c'est beaucoup plus astucieux. Et puis, faisons naître cette défense militaire européenne à travers l'industrie militaire européenne, nettement plus performante. Un message comme ça en passant, aujourd'hui, l'Eurofighter, avion anglais et nordique, rivalise avec le Rafale, avion français. Bon, j'adore le groupe d'assaut, mais quel dommage que les deux ne soient pas réunis, et qu'on ait un avion européen qui coûte moins cher, et qui soit l'avion qui soit acheté par tous les pays du monde. Soyons très francs. Voilà comment, à l'espace de 10 ans, on a réussi à évoluer sur notre vision de l'industrie, de cette industrie européenne. Si j'en viens bien sûr avec ce lien naturel sur les bases militaires, principale implantation des bases françaises. Le nord-est de la France, pour résister une attaque allemande.
Bon, on sent que on aura moins à nous soucier d'attaque allemande. Bon, c'est pas idiot que les va se faire. C'est pas non plus idiot qu'on réduise la voilure s'agissant des chars Leclerc. Parce qu'on sent bien, si vous voulez, que la prochaine attaque, elle ne sera pas terrestre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, à nous de reprofiler notre défense, de telle sorte qu'elle soit très opérationnelle par rapport à l'ennemi réel. Si l'ennemi, le pays qu'on veut absolument modifier dans son organisation et dans sa gestion, qui est l'ennemi, et le terrorisme. C'est nos deux ennemis aujourd'hui. Les autres ne sont pas des ennemis militaires. C'est, mettons, des concurrents, des compétiteurs économiques, pour ne pas parler d'ennemis. Mais voici comment est-ce que le décor international s'organise, chers amis. Et face à ce décor international, à nous de prendre des bonnes décisions pour de faire face, et puis surtout d'assumer ces décisions par rapport à nos moyens budgétaires, nos moyens financiers. Sur la relation entre les Français, la gauche, et Nicolas Sarkozy. On va plus dire, bien sûr que Nicolas Sarkozy a eu une première période extrêmement difficile avec les Français. Pourquoi le cacher? C'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis, les Français n'aiment pas la gauche. Contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a eu un rejet de Nicolas Sarkozy. Et puis comment ça évolue aujourd'hui? Les gens se rendent compte que Nicolas Sarkozy est comme il est, sauf que depuis 5 ans, il a compris sans faute sur l'intérêt de la France sur le sans faute. Après, on peut critiquer, il y a eu ci, il y a eu ça, bon d'accord. Mais en même temps, je vous rappelle toute la vie de Nicolas Sarkozy, qui a été quand même l'une des vies les plus difficiles qu'un dirigeant politique ait eu à assumer, que ce soit à titre public comme à titre privé depuis 5 ans. Il faut aussi regarder les choses. Mettons-nous à sa place, dans la difficulté qu'il a dû subir. Comment nous aurions-nous fait? Comment nous saurions-nous comporter? Pas si facile, sur la pas si facile. Je lui accorde toutes les circonstances atténuantes pour toutes ces raisons. Mais, la première. Mais, mes chers amis, ce dont les Français sont en train de se rendre compte aujourd'hui, parce que les Français, au fond d'eux-mêmes, n'aiment pas la gauche et ne veulent pas la gauche, parce qu'ils ne la sentent pas à la hauteur. Sinon, comment expliquez-vous qu'en l'espace, allez, de 15 gros jours, mettons 3 petites semaines, Nicolas Sarkozy prend 15 points dans les sondages? C'est pas subitement, c'est parce que les gens ont vu l'émission à la télévision, que cette émission leur a fait penser à tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy depuis longtemps, a mis en relation toute l'action de Nicolas Sarkozy pour prévenir cette nouvelle crise des aides souveraines, et que les Français se disent quand même ce type est incroyable. Il est incroyable. Ok, bon, il y a ci et ça, mais quand même il a évolué comme on l'aime, c'est le président maintenant qu'on veut, il a exactement ce profil qui nous plaît nous, pour avoir un président de la République, et donc en 15 jours, si les Français aiment vraiment la gauche, subitement, 15% d'entre eux changent pas d'avis, c'est impossible. Donc les Français n'aiment pas la gauche. Mais ils doutent, pour certains d'entre eux encore, de la capacité de Nicolas Sarkozy d'être ce président exceptionnel pour son second mandat. Et toute notre responsabilité, qui est la nôtre comme la vôtre, c'est d'expliquer à tous ces Français ce qui a été fait et de bien montrer dans les faits, parce qu'on s'appuie sur un bilan pour crédibiliser un projet et une capacité personnelle, pour montrer que c'est Nicolas Sarkozy qui est le président de la République dont la France a besoin de nous. C'est pas plus compliqué que cela, mais ça veut dire qu'il faut le faire. Et vous voyez, lorsque moi et Michel, on se déplace et qu'on prend le temps, c'est ce qu'on fait. Et souvent on me dit, mais vous prêchez les convaincus, c'est pas vrai, cher ami. Vous savez, et vous le disiez très justement pour vous du Front National, dans chaque convaincu, il y a parfois des personnes qui doutent et qui ont besoin d'avoir des éléments pour conforter leur décision qui est la bonne. Et sur ça, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Nicolas Sarkozy. Parce que c'est vous qui allez rencontrer des personnes que vous connaissez, qui ne veulent pas pour Nicolas Sarkozy, et qui ont besoin d'être convaincus, avec des chiffres, avec des faits, pas juste avec des formules jolies, vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est un outil pour animer le débat politique, les petites phrases. Mais c'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre les gens. On les convainc sur des choses incontestables. Incontestables. Sur des faits,
sur le couple franco-allemand Nicolas Sarkozy-Angela Merkel. Et là, c'est certain, c'est solide. Et c'est pas des Jacques Faucon qui agacent les Français, comme ils agacent la France. Dernier point sur BAL 3, pardon, ça va être épouvantablement technique, et je crains que je vais endormir tout le monde, donc je vais le faire en 30 secondes. BAL 3, c'est, on va dire, un critère pour les banques. C'est le moyen d'être bien sûr que les banques ne feront jamais faillite. Voilà ce que c'est que BAL 3. Est-ce que les banques françaises sont fragiles? Non, elles ne sont pas fragiles. Mais, vous savez, la concurrence, ça existe. Il y a une concurrence mondiale des banques. Concurrence entre les banques américaines, les banques françaises, les banques indonésiennes, par exemple. Et donc, chacun essaye de faire avancer dans les cercles, les endroits où on parle, le fait que la banque du voisin est plus fragile que la sienne. Tout ça pour créer, si vous voulez, une sorte de mauvaise image. Parce que commercialement, c'est plus intéressant d'enfoncer en concurrent que de l'aider. Chacun connaît ça, vous imaginez, il y a 2 restaurants chinois l'un à côté de l'autre. Bon, en un an, il y en aura quand même moins. C'est ça l'objectif, parce qu'ils ne vont pas vivre tous les deux, pense-t-il, ou ils ne gagneront pas suffisamment d'argent. Bon. Eh bien, parfois les banques, c'est un peu 2 restaurants chinois l'un à côté de l'autre. Alors, à nous, Français, de défendre les banques françaises qui sont des banques solides et sérieuses, de les aider et de les faire valoir. Les conséquences de BAL 3, pour la France, en vérité, ça ne va pas être grand-chose. Pourquoi? Parce que toutes les banques ont suffisamment de bénéfices seulement sur cette année pour pouvoir réinvestir dans leur propre fonds propres pour être conforme avec les règles dites de BAL 3, pour être sûr qu'elles ne feront jamais faillite. On n'a même pas besoin, l'État français de mettre 1 euro. Rien. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Tellement, elles font bien leur métier aujourd'hui, ces banques françaises. Mais seulement, ça aussi, il faut le dire. Parce que lorsque personne ne dit, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde doute. Vous voyez, c'est aussi simple que ce que je viens de vous dire. Il faut juste dire, on a des banques qui sont dans un super état, qui vont aller à l'assaut d'autres banques du monde, notamment des banques qui les ont attaquées dernièrement, et qui vont tenter de les racheter pour grandir. Et pour, en grandissant, développer l'influence française. Parce que c'est aussi à travers son réseau bancaire que l'influence française se développe. Voilà, tout simplement, pardon d'avoir été un tout petit peu plus long, 30 secondes, pour répondre à ce truc très technique. Et maintenant, c'est Michel. L'histoire répond à Johanna et donc elle a évoqué le potager. Et Jérôme a levé gentiment la main, puisqu'effectivement, nous avons dans notre commune, cher Jérôme, une maison d'environnement qui a été ouverte il y a de nombreuses années maintenant pour permettre aux enfants de la commune de pouvoir, avec les services municipaux, découvrir la nature, travailler justement sur des petits secteurs, de cultiver un certain nombre de produits et avoir ce retour vers la nature. Donc une action qui est menée en lien avec les écoles et donc nous travaillons également dans les cours des écoles, mais je suppose, comme tu fais beaucoup de choses à Beaumont, que tu dois aussi mener des actions de ce type. Et la question que je voulais là, c'était de voir dans le cadre de l'école, finalement et particulièrement du primaire, ce qu'on pouvait faire pour permettre aux enfants de sortir un peu du cadre scolaire et des matières finalement un peu lourdes. Donc c'est quelque chose qui a été évoqué dans le cadre de la convention de l'UMP que nous avons organisée récemment sur l'éducation, avec des propositions qui ont été faites, et donc particulièrement dans le cadre des rythmes scolaires, pour avoir plus de temps pour l'enfant à l'école, pour pouvoir allonger la semaine sans que la journée soit trop chargée, mais allonger la semaine, allonger l'année scolaire, pour permettre aux enfants d'avoir un rythme dans leur journée qui soit moins lourd. Moins lourd, c'est à la fois moins de temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons 4 jours avec 6 heures de cours, ce qui est particulièrement lourd et pénible pour les enfants, et c'est de proposer de passer à 5 heures de cours ou à 4 heures de cours avec une heure d'études surveillées, mais d'utiliser mieux la semaine, donc d'utiliser le mercredi et particulièrement le mercredi matin. Et pourquoi? Parce que nous avons un programme qui est très lourd chaque année, donc à la fois avec une pression pour les enseignants.
parce que les enseignants sont obligés de réaliser le programme. Donc ils ont ce stress aussi, un stress qui est communiqué aux enfants. Le fait de pouvoir allonger l'année scolaire, on a plus de temps et on peut donc à la fois réaliser le programme, mais nous souhaitons aussi qu'il soit moins chargé, un peu moins long et donc plus facile à réaliser, et surtout avoir des temps pour que l'enfant puisse découvrir la musique, pouvoir s'intéresser au sport, pouvoir faire un tour au potager. J'ai vu une expérience très intéressante en Finlande, où donc ils avaient bien entendu le temps scolaire. Il y avait quelques heures dans la journée où les enfants avaient la possibilité d'aller dans des salles qui étaient réservées aux enfants, qui étaient réservées à d'autres activités. Alors, c'est bien prévu dans l'emploi du temps de chaque enfant. Il y a un moment dans la journée où ils ont une partie un peu réservée. Et donc, en fonction de leur humeur, de ce qu'ils ont envie de faire, ils s'inscrivent pour la semaine. Soit du bricolage, soit l'apprentissage de la cuisine, soit la découverte du jardinage, soit au sport, soit à la culture. Donc des temps à eux pour leur permettre donc de bien utiliser sur les matières importantes, au moment où ils sont le plus éveillés, le moment où ils sont prêts donc à pouvoir effectuer un apprentissage, et puis d'autres moments qui sont là un petit peu comme des respirations, mais qui sont intéressants aussi pour leur permettre de savoir dans quoi ils sont doués. Parce que tous les enfants n'auront pas une scolarité exceptionnelle, mais tous les enfants doivent prendre confiance en eux, doivent à un moment donné savoir que dans telle telle matière, que ce soit une matière comme les mathématiques ou maintenant admettons l'anglais, ils sont doués ou ne le sont pas, mais ensuite ils ont d'autres matières, d'autres possibilités de retrouver une estime, une certaine confiance en eux, et donc là ça fait partie d'une vie qui doit s'organiser au sein de l'école, avec bien entendu des enseignants donc, qui acceptent de jouer ce jeu. Et pour les enseignants aussi, c'est un rythme qui est différent, et c'est un rythme qui peut leur permettre aussi de trouver leur épanouissement. Donc ça fait partie des propositions du travail qui est lancé en ce moment par le ministre de réflexion sur ces rythmes scolaires, et qui fera partie des propositions de l'élection présidentielle. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, Jean-Claude l'a évoqué, sont sur les argumentaires. Moi, je rejoins à la fois ce qu'a dit Jérôme, qui a rappelé quelque part qu'il n'y avait pas de désir de gauche. Je pense qu'il n'y a pas de désir de gauche en tant que tel, effectivement. On a vu sur les dernières élections, que ce soit les élections régionales, les élections cantonales, notre électorat ne s'est pas mobilisé, mais il y avait une mobilisation exceptionnelle de la gauche. Il y a eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Et c'est vrai qu'on a vécu un début de mandat, le président de la République, on est entre nous, on peut s'en parler, qui a été quelque part difficile parce que son élection a suscité beaucoup d'espoir. Et puis ensuite, le soufflet est un peu tombé, on a eu le sentiment que les choses n'avançaient pas suffisamment vite. Et puis maintenant, on en arrive à 4 ans et demi d'action. Et concernant les militants UMP, est-ce que vous pouvez traduire sur le terrain? Il y a un document sur les 4 ans de mandat du président qui a été diffusé par l'UMP, qui fait un peu le récapitulatif de tout ce qui a été fait pendant 4 ans. Donc ça, c'est déjà une base pour le militant et les militants que vous êtes, qui est exceptionnel, parce que d'un coup, ça vous rappelle ce qui a été fait. C'est-à-dire des actions qui ont été un peu oubliées. Ce que Jérôme a fait parfaitement en rappelant sur les droits de succession, sur les heures supplémentaires, bien tout ce que nous avons ouvert pour nos concitoyens. Les choses sont un peu oubliées parce que la vie est comme ça, on passe à autre chose. Donc ce document est là pour rappeler ce qui a été fait. Ensuite, vous avez, avec le site UMP, donc vous avez des argumentaires qui sont sur tous les sujets, sur tous les dossiers, sur toutes les réformes que nous avons pu faire et qui doivent faire partie aussi de votre base. Mais de militants et donc pour vous, la possibilité de bien appréhender les sujets pour pouvoir ensuite faire passer le bon message sur le terrain. Mais si donc Jean-François Copé nous a demandé d'aller sur le terrain, c'est véritablement pour ça. Parce que je crois qu'effectivement, il y a le document qu'on va lire. Et puis il y a la séquence avec un invité, avec des parlementaires, avec des secrétaires nationaux, où on va rentrer un petit peu plus dans le détail du sujet, où on va pouvoir échanger avec nos ministères exacts, et là d'un coup, les uns et les autres
vont s'approprier le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que Jérôme vous ait présenté ce qui a été fait pendant cette période de crise, les efforts qui ont été réalisés par le président et par sa majorité, et finalement des exemples très concrets avec des chiffres à la clé, et bien pour vous aujourd'hui, vous savez sur cette partie-là, si demain on vient vous interroger sur un marché, vous avez les éléments pour répondre, mais en tout cas ça vous a rappelé que vous avez entendu, lu ou suivi et que vous avez quelque part oublié, c'est l'occasion de refaire le point. Donc l'idée de ces formations, c'est justement de pouvoir rappeler les bilans de cette majorité et ensuite de voir comment les transmettre et comment les diffuser et surtout comment convaincre les hommes et les femmes sur le terrain, pas forcément les adversaires, mais en tout cas ceux qui, quelque part, se posent des questions. Et se poser des questions, il y a à la fois des sensibilités politiques, des dires de gauche ou pas, ou des autres choses, Jean-Claude l'a rappelé, mais il y aura une seule question à se poser, et Jérôme, tu le disais, si on a vu bien des sondages bien meilleurs ces derniers temps, c'est tout simplement parce que les primaires socialistes sont terminées, parce qu'on connaît les participants à la campagne présidentielle, parce qu'on sait bien qu'il y aura comme candidat pour représenter la gauche, il y aura à la fois, Eva Joly, il y a un petit point d'interrogation depuis 2-3 jours, mais en tout cas on aura Mélenchon, on aura François Hollande, on aura pour le Front National Marine Le Pen, donc on sait qui va défendre des couleurs, qui va défendre un projet. On aura donc notre candidat, mais on sait aussi, et bien qu'après la campagne électorale, il faut gouverner un pays, il faut diriger un pays. Et un pays qui est dans une situation compliquée, avec une situation internationale particulièrement complexe. Donc là, qui aura les épaules, le talent, la détermination, le courage de mener ces actions, puis le sérieux, la crédibilité sur le plan national et sur le plan international, et bien tous ces éléments font qu'aujourd'hui, en regardant la photo, on se dit, et si vous êtes là aujourd'hui, mais vous êtes des convaincus, mais si vous arrivez à convaincre demain sur le terrain, eh bien la crédibilité, elle est d'un côté, on l'a prouvé, c'est 5 ans de bilan plein pour l'action de cette majorité. Donc n'hésitez pas, soyez fiers de ce qui a été fait, on peut toujours aller plus loin, on aurait toujours pu faire mieux, comme chaque jour, chaque citoyen dans son action. Mais en tout cas, on a déjà avancé. On a souhaité avec sérieux redresser ce pays, éviter qu'il ne sombre comme des économies de vie qui semblaient être si solides, si dynamiques et qui se sont effondrées à la première difficulté. Et bien tous ces éléments, toutes ces réformes structurelles qui ont été faites, tout ce courage politique ressort aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle donc, on sent un petit vent plus positif que nous l'avons connu ces derniers mois. Alors, un mot, je voulais vous dire, puisque vous aviez posé une question sur les arguments et sur les chiffres, on allait pouvoir les retrouver. Depuis 3 semaines, je fais sur le site de l'UMP une petite séquence filmée qui s'appelle le chiffre de la semaine. Et c'est tous les vendredis. Et tous les vendredis, je prends un chiffre et dans une petite vidéo d'1 minute 30, vous voyez, c'est très rapide, je décortique le chiffre. Et donc là, cette semaine, ça a été mis en ligne dans une demi-heure, c'est le nombre de réacteurs nucléaires qui seront supprimés si les socialistes arrivent aux responsabilités, 24. Et j'explique ce que ça signifie très concrètement, la suppression de 24 réacteurs nucléaires. Vous voyez, très concret. Et chaque semaine, il y a un chiffre comme ça. Et tous les chiffres que vous avez vus là, dans les semaines qui viennent, vous voyez, j'en prendrai un et je développerai. Et quelque part, c'est mieux que vous vouliez avoir ce document, parce que ce document, vous le voyez bien, si je ne suis pas là pour le commenter, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est important de retenir un chiffre, mais simple au maximum. Mais après, bon, c'est, comme vous l'avez vu, une présentation qui va durer 15-20 minutes. Tandis que là, vous prenez le truc de l'UMP, ça dure 1 minute 30. Si vous voulez, vous pouvez le renvoyer à des amis, vous voyez, le texte suivant.
de quelque sorte que comme ça, tout le monde progressivement s'imprègne des éléments. Et donc voilà, c'est un truc très simple, vous pourrez aller consulter tout à l'heure sur le site de l'UMP.